Donc, bienvenue pour cette deuxième conférence sur les nouvelles technologies de l'information. Cette conférence portera sur deux aspects. D'une part, l'esthétique, c'est-à-dire les relations qu'on peut établir entre les concepts de la cybernétique et les problématiques de l'esthétique de l'art moderne, je dirais en fin de partie, et de l'art contemporain. Et dans un deuxième temps, j'aborderai la question de la critique de ce monde, de ce nouveau paradigme informationnel, à travers différents auteurs. Pour commencer, un petit morceau de musique. Donc nous écoutons Jean-Sébastien Bach et j'ai pris soin de mettre à côté de son portrait la partition. Effectivement, les notes de musique sont des informations qui sont ici codées, c'est-à-dire que concrètement le langage du solfège est un code comme peut l'être l'alphabet ou le langage binaire. Alors ce qui caractérise bien évidemment la musique de Jean-Sébastien Bach et de toute sa génération et puis aussi de la musique depuis longtemps, c'est l'harmonie. C'est-à-dire qu'il y a un bien-être, même une joie, à attendre une information qui va arriver. Et l'information qui va arriver, c'est tout simplement la note juste. Il en va tout autrement quand on écoute de la musique plus contemporaine. Alors, ces pianos préparés sont l'œuvre d'un musicien américain qui s'appelle John Cage et dont l'œuvre est vraiment traversée par toutes les problématiques de la cybernétique. Comment ces pianos sont préparés ? Ils sont tout simplement déréglés au sens, je dirais, normal du terme. C'est-à-dire que le musicien a introduit entre les cordes du piano des objets. Bon, ça peut être une vis, ça peut être une gomme, ça peut être un bout de carton. Et en fait, le piano est préparé avant que le musicien ne joue la partition. Je précise que la partition de droite, puisque c'en est une, n'est pas une partition de piano préparée. J'en parlerai après. Donc il s'agit en fait de désaccorder le piano, de le modifier pour jouer une musique inédite. Alors sur quoi repose au fond la musique de John Cage ? Sur deux principes qu'on appelle donc l'inclusion et l'indétermination. L'inclusion signifie que John Cage considère que tous les sons peuvent entrer dans l'univers sonore de la musique. Il y a deux remarques de John Cage qui sont assez précises sur la question. Les sons être ce qu'ils sont. Et autre remarque qui est une remarque de, je dirais, de composition musicale, mais qui est une remarque philosophique. Quand un bruit vous ennuie, écoutez-le. C'est-à-dire que John Cage considère que tous les bruits, c'est-à-dire que tout ce qui, en théorie de l'information, pourrait être considéré comme nuisible, eh bien, tout ce qui semble nuisible à première écoute, je puis dire, peut entrer dans la composition. La composition la plus célèbre de John Cage est une non-composition qui se compose de 4 minutes 33 secondes de silence, durant lesquelles le concertiste ne joue pas. Il y a 3 mouvements, c'est-à-dire qu'à 3 reprises, le concertiste ouvre le piano et le referme. Et pendant ces 4 minutes 33, eh bien, l'auditeur est censé écouter les bruits ambiants, les bruits de la vie. Alors, ce sont des tout-sautements, des silences, des craquements de chaises. Quand John Cage joue 4 minutes 33 dans les rues de New York, eh ben, c'est la circulation automobile. Quant à l'indétermination, elle précise le fait que les musiciens ne savent pas ce qu'ils vont jouer avant de commencer le concert proprement dit. Et donc ici à droite, vous avez, oui, effectivement, une partition. C'est-à-dire que voilà les indications qui sont données aux musiciens et à eux d'interpréter ce schéma qui est aussi, bien évidemment, une œuvre picturale. Donc la musique, jusqu'à cette époque, procédait de l'intentionnalité du compositeur.
c'est-à-dire c'est très concrètement la succession des notes, même si bien évidemment il y avait toujours une part de liberté qui était laissée justement à celui qu'on appelait l'interprète. Ce que John Cage fait, c'est qu'il fait entrer le hasard dans, je dirais, la composition musicale, c'est-à-dire que les aléas, qui donc sont liés à l'instrument, à l'instrumentiste, à l'ambiance, entrent dans la sphère de la musique. Pour expliquer sa philosophie de la musique, John Cage s'est aussi appuyé sur la philosophie bouddhiste, et notamment sur le zen, c'est-à-dire une philosophie de l'acceptation du monde, de l'accueil, de l'accident, de l'imprévu, de l'improbable, où l'on retrouve d'ailleurs ce fameux concept d'improbabilité. Effectivement, quand on écoute pour la première fois les pianos préparés, il y a un sentiment de surprise, peut-être de refus du style, mais c'est vraiment n'importe quoi. Sur la question du n'importe quoi, il faut trancher tout de suite. N'importe quoi, ce n'est pas possible, parce que tout ce que entreprend l'homme procède d'une intentionnalité. Alors bien évidemment, cette intentionnalité est très souvent, comment dirais-je, contrariée par des facteurs extérieurs qu'on peut appeler, pour faire vite, le réel. Et là où, généralement, on accueille avec désagrément les aléas de l'extérieur, parce qu'ils contredisent en quelque sorte le désir, l'intentionnalité, eh bien, la philosophie zen et la musique de John Cage proposent de les accueillir avec une certaine bienveillance, une certaine ironie. Quant au hasard, qui semble donc s'introduire dans tous les systèmes pour perturber les motivations et les intentions humaines, eh bien, qu'est-ce que le hasard ? On pourrait dire qu'en théorie de l'information, le hasard n'existe pas, puisque le hasard, c'est tout simplement un manque d'information. Je donne un exemple. Vous allez à 11h à la boulangerie, vous rencontrez votre cousine, c'est parce que vous ne savez pas que votre cousine allait à 11h à la boulangerie. Si vous avez été mieux informé, il n'y aurait pas eu de hasard, il y aurait plutôt eu entente, tiens, on se verra à 11h à la boulangerie. Donc on voit que cette notion de hasard, au fond, appartient à la pensée commune, mais que si on modélise l'ensemble de tous les faits humains en phénomène informationnel et à supposer que l'on ait une connaissance comme ça omnipotente, on verrait qu'il n'y a pas de hasard. Conséquemment, ce hasard, au fond, écoutez, on peut l'appeler, vous ne serez pas surpris de l'apprendre, on peut l'appeler, entropie. Puisque j'en suis donc à parler de John Cage, je voudrais faire un petit commentaire sur justement ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire communiquer par une télétransmission du signal. Vous avez constaté que j'ai laissé dans la bande son sur YouTube beaucoup d'hésitation, beaucoup de redondance, beaucoup de silence, et en fait je l'ai fait à dessein. Quand toutes ces informations parasites, en fait, que sont les E, les A, les répétitions, se produisent dans la vie réelle, eh bien, ils sont fort utiles parce qu'ils participent justement de ce que Jacobson appelle la fonction fatigue, c'est-à-dire que je maintiens la communication avec tous ces défauts d'élocution. Or, quand on est enregistré, on s'aperçoit que la fonction fatigue devient gênante dans la mesure où elle ralentit en quelque sorte l'énoncé. Ce qui montre bien que les fameux MOOC, donc ces fameux cours sur Internet, qui semblent être l'avenir de l'université, ne sont pas la vie et que la communication n'est peut-être pas la vie. Je passe de John Cage à Marcel Duchamp, qui d'ailleurs avait une relation amicale. John Cage a d'ailleurs dédié une œuvre à l'œuvre de Marcel Duchamp. Ils étaient aussi tous les deux joueurs d'échecs et ils considéraient bien évidemment cette partie comme un acte esthétique. Marcel Duchamp, qui n'était pas musicien, a néanmoins composé, si on peut dire, avec la complicité du hasard, une œuvre musicale qui s'appelle Erratum musical. Alors cette œuvre peut être jouée par tout le monde, il y a quelques instructions, et cette œuvre est née avec une complicité avec la sœur de Marcel Duchamp.
Donc ils avaient mis des numéros dans un chapeau, chaque numéro correspondait à une note, et on tirait les notes au hasard. Alors, bien évidemment, ce n'est pas très rock'n'roll, c'est purement expérimental, c'est particulièrement ennuyant à écouter. D'ailleurs, d'une certaine manière, ce morceau de musique, erratum musical, n'est pas à écouter, il est tout simplement à faire, car il y a une grande joie à en faire l'expérience, et il y a un très grand ennui à l'écouter. La morale de cette histoire, eh bien, c'est qu'une grande partie de l'art moderne n'est peut-être pas fait pour être regardé par les fameux regardeurs ou écouté par les auditeurs, mais c'est tout simplement un art qui s'adresse à celui qui le fait. Donc on voit déjà là que le schéma de la communication, j'en reparlerai après, est déjà très perturbé parce que quand le message en fait émis par l'émetteur n'intéresse que l'émetteur, est-ce qu'on est encore dans une situation de communication? Laissons la question en suspens. Voici un autre petit morceau de musique. Eh bien, bien musical sera l'oreille qui sera capable de décrypter le message. Alors, avis aux amateurs, j'attends les propositions. Donc, je cite souvent cette remarque de Maurice Denis, peintre qui est originaire de Perros-Guirec. Quelques commentaires sur le tableau, la plage verte donc de Trégastel, où au loin d'ailleurs, si vous regardez un peu sur la gauche, on voit un peu la maison de Maurice Denis. Donc ce sont là des femmes un peu languissantes qui semblent vivre dans un âge d'or qui n'a certainement jamais existé. Et on retrouve pareille fascination pour une époque bénigne où tous les vins coulaient, comme dirait Arthur Rimbaud. Une époque qui n'est pas marquée par le péché originel, qui n'est pas marquée par toutes les stridences et accélérations de la modernité. Une époque heureuse où les femmes et les enfants se baignent dans la nudité non coupable. Ceci étant, dit Maurice Denis, se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue, ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. Cet ordre assemblé, eh bien, c'est tout l'art de la peinture. Et effectivement, nous avions vu, au moment où nous étudions le concept d'information, que l'information obéissait à une relation d'ordre pour être pertinente, c'est-à-dire, au fond, pour lier le langage, tout simplement, à notre expérience du monde. Donc on est là dans une peinture de la mimésis, de la ressemblance, même si, bien évidemment, le peintre ajoute l'imagination, comme dirait Baudelaire, mais il n'en demeure pas moins que notre expérience du monde nous permet d'entrer dans l'enchevêtrement informationnel. Simplement, c'est que si nous faisons un zoom, si nous passons la toile au microscope, nous descendons dans le chaos de la matière, des atomes de Nicolas Négroponte. En revanche, si nous faisons une photographie numérique et que nous zoomons, nous sombrons dans le chaos très organisé des binary digits. Cette remarque de Maurice Denis a connu un très grand succès et elle a même permis à Clément Greenberg, par exemple, de définir la peinture comme étant des pigments assemblés sur une toile plane. Qu'est-ce qu'une photographie? Eh bien, là encore, c'est une agrégation d'informations. Et voici la plage donc, de Trégastel contemporaine. Oui, c'était peut-être mieux avant. Enfin, c'était surtout mieux jamais. Tout est allé très vite dans l'art moderne et alors que Maurice Denis est encore en vie, eh bien naît le peintre allemand Gerhard Richter. Alors c'est l'un des peintres les plus connus actuellement. Voyez ces quatre
ces 4 œuvres, bon, je précise que ce sont toujours des tableaux de très grande dimension, hein, plusieurs mètres, 3-4 mètres. Donc c'est une peinture, on va dire, monumentale. Maintenant que nous connaissons un peu les concepts de la cybernétique, nous les voyons un peu à l'œuvre dans cette toile. Alors prenons par exemple 1024 couleurs. Tout ça ressemble à un nuancier d'un graphiste sur un quelconque logiciel dont je ne dirai pas le nom. On choisit les couleurs, on colle les couleurs, et il faut savoir que dans le langage HTML, par exemple, qui est beaucoup employé pour faire le web, eh bien les couleurs sont codées justement à partir d'un nuancier de ce type. En plus, vous remarquerez que 1024 couleurs n'a pas été choisi au hasard. Il s'agit d'un multiple de 8, et 8, c'est le nombre de bits dans un octet. Maintenant, on glisse sur la toile de droite, aussi très grande, il y en a plusieurs versions, appelée tout simplement gris. Eh bien, ce gris, dans l'esprit de Gerhard Richter, c'est l'empilement de toutes les images. Autant dire que ce gris devient ici le symbole, au fond, de l'entropie. Donc, à gauche, on a un ordre parfait, il est tellement parfait qu'il ne figure plus rien du tout. Et à droite, on a un désordre total, c'est-à-dire toutes les couleurs mélangées, et on obtient ce gris. 2 autres expériences, le paysage, Chinon. Alors, il s'agit ici, de manière très ironique, d'un hyper-réalisme d'une photo floue. C'est assez amusant, parce que quand la photographie est apparue, et elle est apparue en France grâce au daguerréotype, il y avait une surprise tout d'abord, celle de l'image indicielle, une espèce comme ça de sorcellerie, hein, puisque le monde semblait être capable seul de s'auto-représenter. Hein, c'est ce qu'on appelle une image achéropoïète, une image faite de non-main d'homme. Donc il y avait une fascination pour le phénomène photographique, et la fascination se redoublait de la précision, et notamment du daguerréotype, qui était une image d'une netteté tout à fait stupéfiante. Et donc ce que la photographie a apporté au monde de la visibilité, c'est justement ce surcroît d'informations qu'il n'y avait pas dans la peinture qui, qu'on le veuille ou non, même quand elle était, je dirais, très précise, se maintenait dans la vibration picturale. Et l'ironie ici de Gerhard Richter, c'est de peindre une photo floue. Hein, ce qui semble... Donc son tableau se pose à la jonction de 2 mondes, à savoir la picturalité et le nettisme de la photographie. Enfin, la 4e œuvre, Juni, renvoie bien évidemment à l'expressionnisme abstrait, c'est évident, et quand Richter répète ce geste, eh bien, c'est bien évidemment ce qu'on pourrait appeler une citation. Donc on voit que l'œuvre de Richter, en fait, consiste à reparcourir toute l'aventure de la peinture moderne, à savoir l'abstraction géométrique, à savoir le monochrome, à savoir la peinture impactée par la photographie, et les impacts sont divers. On pourrait citer Edward Hopper, on pourrait citer Chirico, on pourrait citer le pop art, on pourrait citer l'hyperréalisme. Et donc on voit que Richter se met dans une position, écoutez, voilà, moi je suis peintre et j'arrive à un moment de l'histoire de l'art, puisqu'il arrive quand même, quand il est à maturité, l'art moderne s'achève. Et il est dans une œuvre qu'on va appeler de récapitulation, puisqu'il envisage toutes les possibilités qui ont pu être ouvertes par justement ce qu'on appelle l'aventure de la peinture moderne, qu'on peut définir comme étant l'exploration du champ des possibles. Alors, bien évidemment, l'histoire de l'art s'achève, et elle s'achève infiniment, on l'aura bien compris. C'est une fin sans la fin. Autre artiste allemand, beaucoup plus jeune que Richter, il s'appelle Thomas Ruff, il est issu de l'école de Düsseldorf, dont les 2 professeurs charismatiques étaient Bernd et Ella Becher. Et l'œuvre de Thomas Ruff est au fond très très proche de celle de Gerhard Richter. Thomas Ruff va un peu faire comme Richter en peinture, il va faire, lui, l'archéologie, en quelque sorte, de l'histoire de la photographie. Il commence son œuvre par ses portraits qu'il réalise alors qu'il est encore étudiant. Ces portraits sont de très très grande dimension, alors qu'il s'agit de photographies d'identité, mais qui sont en couleur. Donc on voit la modification que fait subir Thomas Ruff au paradigme de la photo d'identité. Elle était généralement en noir et blanc.
et elle était généralement de petite taille. Donc il y a là un agrandissement. Ces photographies sont faites à la chambre et sont saisissantes de détails. Tout aussi saisissant, l'impassibilité des visages qui semble traduire peut-être les interrogations d'une génération. On remarque aussi les vêtements qui constituent aussi là un portrait d'époque et cette typologie monumentale de Thomas Ruff fait penser bien sûr au travail de August Sanders qui avait portraituré la société allemande entre les deux guerres, dans le cadre de ce courant qu'on a appelé la nouvelle objectivité. Donc l'usage du grand format et cette espèce d'autoréflexivité sur les usages du médium rattache Thomas Ruff à ce que l'on a appelé la photographie plasticienne. L'image de gauche, qui appartient à la série Nart, eh bien, le vert, en fait, est occasionné par l'usage d'une caméra infrarouge qui permet de photographier des objets qui sont plongés dans la plus grande obscurité. Alors, ces appareils ont été mis au point, sans doute, par des militaires, et Thomas Ruff, ici, s'est approprié, en fait, un appareil un peu spécifique qui permet de voir ce que l'œil ne voit pas. Alors, on sait très bien que la guerre est une guerre informationnelle et que celui qui voit ce que l'autre ne voit pas a un coup d'avance. C'était là aussi le rôle stratégique qu'avait pu jouer Alan Turing durant la Seconde Guerre mondiale. Ce type d'image a été popularisé lors de la guerre du Golfe dans les années 90, quand les gens, sur leur poste de télévision, pouvaient voir quasiment la guerre en direct. Ce qui, bien évidemment, provoquait une déréalisation de la guerre qui ressemblait de plus en plus à un jeu vidéo. C'est pour ça que Jean Baudrillard a pu publier ce livre au titre ironique « La guerre du Golfe n'a pas eu lieu ». Cependant, photographier ce que l'œil ne voit pas, eh bien, c'est ce que fait la photographie depuis le début, car la photographie ajoute tout d'abord le temps suspendu, et la photographie ajoute son opticalité, c'est-à-dire cette combinaison d'optique et de chimie qui fait qu'il y a de la photographie. Donc la photographie est un artefact qui ne correspond pas du tout, pour finir, à la vision naturelle de l'œil humain. Il apparaît donc que le champ du visible est un champ de bataille technologique, où il y a bien évidemment de la recherche pour mettre au point des appareils qui permettent toujours de repousser les limites de la visibilité, et c'est aussi bien évidemment un champ de bataille stratégique qu'on appellera politique pour aller vite. Que fait l'artiste dans ce champ de bataille ? Eh bien, il a une position un peu méta, c'est-à-dire qu'il analyse les procédures de mise en image du monde, et d'une certaine manière, il se situe dans ce que Jacobson a appelé la fonction métalinguistique. Mais il associe à celle-ci aussi la fonction poétique, car il y a, comment dirais-je, une séduction optique qui est liée à la machine et que l'artiste adopte pour produire son œuvre. Donc il s'agit au fond d'une approche contemplative et spéculative des usages sociaux de la photographie. L'image de droite est extraite de la série Mars. Il s'agit d'un grand monochrome noir, si je puis dire, bien que le terme soit un peu impropre ici. C'est une image réalisée avec la collaboration d'astronomes. Il s'agit encore d'une image très sophistiquée sur le plan technologique. Et un temps, au début d'ailleurs de sa vie, Thomas Ruff envisageait même la carrière d'astronome. Cette image est au fond, je dirais, une image superficielle, puisqu'elle suggère tout un ensemble d'images qui sont mémorisées dans la culture, c'est-à-dire dans la mémoire de l'artiste ou dans la mémoire des regardeurs. Cette image peut faire penser, par exemple, aux gens qui contemplaient les étoiles dans la peinture de Caspar Friedrich. Donc, cette image cosmique renvoie à un certain romantisme. Cette image renvoie bien évidemment à la tradition du monochrome dans la peinture, de Malevich, en passant par Yves Klein, Ad Reinhardt, ou même, bien évidemment, Gerhard Richter. Quand on dit que l'art est mémoire, ça veut dire aussi que
en fait, c'est pour expliquer un peu cette idée d'image superficielle, c'est que la mémoire de l'art se constitue un peu comme le Wonderblock. Alors, qu'est-ce que le Wonderblock? C'est une idée de Freud qui expliquait que le moi était composé comme une espèce de millefeuille, et les couches les plus basses de la mémoire, c'était l'inconscient. Et ce que l'on voyait juste émerger, c'était la conscience. La conscience, pardon. La tâche du regardeur, en fait, c'est de deviner, en fait, sous l'image superficielle qui est là donnée, l'empilement des images qui constituent, au fond, l'histoire de l'art. Et quand on voit cette œuvre de Thomas Rouf, effectivement, on voit redéfiler toute l'histoire de l'art, d'une certaine manière. Mais bien évidemment, pour voir, comment dirais-je, à travers cette espèce de translucidité de la connaissance, il faut bien sûr avoir une culture visuelle. C'est pour ça que je reviens toujours à ce leitmotiv, l'art demande une initiation. Cette photographie renvoie à la photographie elle-même, puisqu'elle fonctionne comme un miroir. Qu'est-ce qu'une photographie? Ce sont des traces lumineuses qui se sont déposées sur une surface sensible en un certain ordre assemblé. Ce souci ontologique donc caractérise cette photographie qui a été rattachée au champ de la photographie plasticienne. C'est une photographie qui, dans l'esprit, est extrêmement moderniste, au sens de Clément Greenberg, puisqu'elle analyse en quelque sorte les composants, les éléments constitutifs de la photographie en tant que surface lumineuse impressionnée par des photons qui ont rebondi sur les choses du monde. La plupart des photographies sont réalisées avec la lumière réfléchie, c'est-à-dire celle qui frappe les objets avant que les rayons ne pénètrent dans la caméra obscura. Quant à la lumière qui provient directement de la source lumineuse, elle est dite lumière incidente, de la lumière pure en quelque sorte. Cette photographie, donc très moderniste d'inspiration, a été commise dans un autre contexte qui est plutôt celui de la post-modernité, donc qui en gros commence dans les années 70-80. Tout ça pour indiquer qu'il y a de l'esprit moderniste dans l'époque post-moderne, de la même manière que rétroactivement, on dira qu'il y avait du post-moderne dès la modernité. Moderne et post-moderne, qui sont souvent vus comme une espèce de séquençage des époques, correspondent aussi plutôt à des attitudes qui s'enchevêtrent dans les époques. C'est-à-dire que bien souvent, on peut constater qu'il y a de l'un dans l'autre et de l'autre dans l'un. L'œuvre qui est la plus connue de Thomas Rouf, c'est certainement la série JPEG, où on voit une image aussi de très grande taille, fortement pixelisée, du fait de son origine cathodique, que le photographe, en quelque sorte, explose à travers le grand tirage. Et il y a là encore une fois l'analyse phénoménologique de la photographie, mais cette fois-ci dans sa version numérique. Mais si on pousse un peu plus loin l'analyse, en fait, on peut échafauder l'hypothèse suivante. C'est-à-dire que les terroristes ont balancé, on s'en rappelle, 2 avions dans les 2 tours jumelles. C'est ce qui s'appelle des bombes humaines, puisque dans les avions, il y avait des gens qui ont péri. Dans les tours, il y avait aussi des gens qui ont péri. 3-4 000 morts. Donc il s'agit vraiment d'une bombe réelle. Mais la véritable bombe, ce n'est pas tellement cette bombe, bien qu'elle ait fait 4 000 victimes. La bombe, c'est la bombe médiatique, c'est-à-dire l'écho, c'est-à-dire la reprise par toutes les télévisions du monde de la catastrophe. Et l'impact, il est là. Donc on voit bien que, d'une certaine manière, l'attentat proprement dit est plutôt le détonateur de la bombe médiatique, celle qui va causer le plus d'affect, le plus d'étonnement, le plus de stupeur. L'attentat est une forme de guerre propre aux sociétés médiatiques en temps de paix. Il y a donc lieu de parler d'une bombe informationnelle, non sans quelque ironie d'ailleurs, quand on se souvient que Norbert Wiener, donc le grand promoteur de la cybernétique, avait travaillé sur
la balistique durant la Seconde Guerre mondiale. En fait, c'est un peu... l'ironie est là, c'est-à-dire que en travaillant sur la trajection des engins explosifs dans l'espace, il a produit la théorie de l'information. Et 60 ans plus tard, c'est l'information qui est devenue en fait l'engin explosif. Et réfléchissant sur les nécessités pour l'engin explosif d'atteindre sa cible, Norbert Wiener en avait conclu qu'il fallait pouvoir contrôler l'engin explosif dans le moment de sa trajection pour corriger le tir. Et c'est comme ça que sont apparues progressivement les armes téléguidées en cours de vol pour tenir compte de la pression atmosphérique, du sens du vent et du déplacement de la cible. Et ces engins donc téléguidés sont vraiment apparus aux yeux du grand public durant la guerre du Golfe, où on assistait vraiment à ce que j'ai appelé tout à l'heure le jeu vidéo, en référence à Jean Baudrillard. Et le concept fondamental, en fait, de cette théorisation balistique, c'était bien sûr la rétroaction. Ce que l'on appelle aussi le feedback et ce qu'on appelle tout simplement la communication. Il ne fait donc aucun doute sur le fait que Thomas Ruff est très averti de toutes ces questions de théorie de l'information, mais là où le savant, où le philosophe raisonne en concept, l'artiste, lui, propose ce que Gilles Deleuze et Félix Guattari appellent dans Qu'est-ce que la philosophie ? Propose donc des percepts, c'est-à-dire des images sensibles qui s'adressent plus à notre imaginaire qu'à notre conscience politique. Ces images opèrent une espèce de séduction en poétisant, en quelque sorte, le réel, en poétisant une industrie de l'information qui, à bien des égards, sur le plan moral en tout cas, est effroyable. Et c'est un peu, comment dirais-je, la position quelque peu amorale de l'art, qui consiste non pas à juger, mais à exploiter les possibilités technologiques, à exploiter les forces du mal, en fait, qui se déploient sur la Terre. Donc c'est pour ça que l'art, qui est dans la séduction esthétique, n'est pas nécessairement du côté de la morale, mais plutôt du côté de la fascination. Mais c'est quoi ce bordel Carpentier ? En fait, nous sommes en train d'écouter le poème de Charles Baudelaire chanté par Léo Ferré. Sauf que la vitesse de défilement est accélérée. Conséquemment, vous ne comprenez rien. Ce qui est bien normal, puisque la réception est liée aux compétences du récepteur. Conséquemment, vous n'écoutez pas assez vite. Baudelaire est à la charnière de deux époques. Ça s'appelle la modernité. Donc il voit s'éloigner un monde, celui de cette beauté hiératique, fixe, celle qui nous vient de l'Antiquité et qui est encore visible dans le romantisme, car il s'agit ici d'un poème extrêmement romantique, où Baudelaire semble faire le deuil d'une beauté qui ne rit pas, une beauté impassible, une beauté monumentale qui en impose aux hommes. Or, il se trouve que la modernité va battre en brèche, bien évidemment, tous les canons de la beauté classique. La beauté n'est plus éternelle, elle n'inspire plus au poète un amour éternel et muet ainsi que la matière, puisque l'art s'est aussi beaucoup dématérialisé en intégrant justement les nouvelles technologies de la lumière, de la photographie aux images laser contemporaines ou à d'autres types d'images qui ne relèvent plus du champ de la visibilité de l'œil humain. Elle ne trône plus dans l'azur comme un sphinx incompris, elle se tient dans les white cubes de la modernité. Elle pleure, elle rit et surtout, très souvent, elle spécule en ironisant et il arrive aussi que la beauté ricane
voire fasse l'idiote. Les amants ne sont plus très dociles, ils sont parfois très insolents, comme ce fut le cas avec le dadaïsme. Quand Manet connaît bien des mésaventures avec le déjeuner sur l'herbe et l'Olympia, il écrit à Baudelaire, qui se trouve alors en Belgique pour une tournée de conférences. Et Manet appelle un peu Baudelaire au secours en disant « Expliquez-moi ce qui m'arrive ». Et Baudelaire lui fait une réponse très peu aimable. Il lui dit « Écoutez, monsieur Manet, ce qui vous arrive, vous l'avez bien cherché, et vous n'êtes pas le premier à qui ça arrive. Et de toute façon, parole vraiment peu amicale, car ils se connaissaient, vous n'êtes que le premier dans la décrépitude de votre art. » Donc, à contrario de Émile Zola, qui va soutenir Manet, Baudelaire, vous voyez, n'est pas très prompt à adopter la nouvelle esthétique. Cette phrase est restée très célèbre et elle montre la condamnation assez sévère que fait Baudelaire de cet art qui se désagrège sous les yeux des gens qui sont plus ou moins horrifiés par l'abandon de la mimésis, de la réalité. Alors, est-ce qu'il s'agit de décrépitude ou de destruction créatrice? Alors là, de manière un peu ironique, en reprenant la phrase de Picasso, j'ajoute le mot créatrice, puisque c'est en ces termes que l'économiste Schumpeter a qualifié le principe du capitalisme. Comme l'économie, l'art moderne a fonctionné à la destruction créatrice. Mallarmé joue au loto. Qu'est-ce que le loto? Eh bien, c'est justement un moment où des informations, à savoir 49 boules, s'agitent dans une sphère et celui qui a joué attend de la providence la fortune. Au cœur du chaos, au cœur de l'entropie, il attend la bonne formule, la négantropie absolue, c'est-à-dire la fortune. L'homme de la rue joue au loto, le poète joue avec les mots. Et le poème le plus célèbre de Mallarmé est ce fameux poème intitulé « Un coup de dé jamais n'abolira le hasard ». Ce poème est très typographique, les mots ont une manière d'occuper l'espace de la page d'une manière tout à fait nouvelle. Le blanc est aussi important que, je dirais, la trace écrite. Le poème est assez ésotérique, c'est vraiment pas clair, sauf qu'il y a cette formule « un coup de dé jamais n'abolira le hasard ». Alors cette formule peut être déclinée, une information jamais n'abolira le hasard, la cybernétique jamais n'abolira le chaos sur la Terre. Du point de vue de la théorie de l'information, on peut dire que le poème de Mallarmé est beaucoup plus anthropique que celui de Baudelaire, qui lui est très descriptif, il emprunte des métaphores pour suggérer la beauté qui reste malgré tout un idéal assez abstrait. Le poème de Baudelaire rassure en quelque sorte, fait de la beauté quelque chose qu'on peut éventuellement apprivoiser dans la dévotion, alors que chez Mallarmé, le langage poétique se déstructure comme les formes dans la peinture de Picasso quelques années plus tard. Ce coup de dé dans la poésie est tout simplement la porte ouverte à l'aléa, à l'imprévu, à l'improbable. On peut dire que Baudelaire regarde derrière un monde finissant, certainement, tandis que Mallarmé regarde devant un monde qui arrive, qu'il ne connaîtra pas, mais le génie de la poésie, c'est aussi d'anticiper. Et si ce coup de dé est devenu l'un des phares de la poésie moderne, c'est bien parce qu'il y avait là tout un art poétique qui anticipait ce que deviendrait la poésie, la peinture, les arts en général et, au bout du compte, toute la société moderne, c'est-à-dire un monde fait d'incertitudes, de blanc, de bruit, d'incompréhension. Cependant, c'était beau l'harmonie.
Imaginez un peu la tête qu'aurait tiré Louis XV si Mozart avait déréglé son piano et demandé aux courtisans de tirer les notes dans un chapeau. Les instruments de musique, qui sont des instruments technologiques, ne cessent d'évoluer. Mozart a connu le clavecin et le piano forte. La différence tient à ce que dans le clavecin, la corde est pincée, alors que dans le piano forte, la note est frappée par un petit marteau. Et la note, donc, peut résonner plus longtemps. L'instrument n'était pas facile à déplacer et, selon les circonstances, Mozart jouait sur des instruments différents. Les perfectionnements du pianoforte ont permis le développement de la musique romantique avec Beethoven, Chopin, etc., quelques temps plus tard, où l'on voit que l'information est étroitement dépendante des interfaces technologiques. Il n'y a donc pas d'information sans corps. Ce qui caractérise justement l'art, c'est cette attention soutenue à la matérialité, aux outils, aux technologies avec lesquelles on fait de l'art. Le clavecin n'est pas le pianoforte, la peinture à l'huile n'est pas la peinture acrylique, la photographie argentique n'est pas la photographie numérique, un livre n'est pas un écran. Bon, résumons maintenant la situation avec Umberto et Roland. Ils se sont connus, ils se sont fréquentés dans des colloques et tous les deux étaient des sémiologues. Umberto Eco a donc publié cette œuvre en 1965, l'œuvre ouverte. Pourquoi l'œuvre ouverte ? Eh bien parce que le sens est fuyant, parce que l'interprétation, même si ce mot-là ne convient peut-être plus à l'art moderne, puisqu'il faudrait peut-être parler de décodage devant l'ésotérisme de certaines œuvres. Pauvre regardeur, car l'homme aime les signes et il les aime clairs, dit Roland Barthes. Ce regardeur qui donc doit affronter un art déshumanisé, comme le disait déjà en 1925 Ortega y Gasset, un art qui a perdu son principe de réalité, un art qui s'est abstractisé, un art qui est devenu de plus en plus anthropique. Sauf que cette entropie est relative, c'est-à-dire que si l'on suit un processus d'initiation, eh bien, d'une certaine manière, l'entropie n'est plus aussi maximale qu'elle apparaît pour le regardeur non initié. L'artiste, qui a quelques prétentions en la matière, et le regardeur, qui veut, dit-on, comprendre l'art, doivent s'informer, faire encore, malgré tout, d'austères études, comme vous, car on ne voit jamais que ce que l'on sait, c'est-à-dire ce que l'on est préparé à percevoir. Encore un mot sur la matérialité du monde. Ah, si je pouvais voir les Alpes de ma fenêtre électronique de Boston, soupire Nicolas Négroponte dans L'homme numérique. Entendre les cloches des vaches, sentir le purin numérique en été, j'aurais vraiment l'impression d'être en Suisse. Quelle bonne idée, cette idée de purin numérique. Eh oui, quand on est à Boston, on n'est pas en Suisse. Mais qu'irait donc faire un Américain en Suisse, si ce n'est placer son argent dans une banque, mettre l'information pure qu'est l'argent dans une banque? Bon, j'avoue que je fais un peu de mauvais esprit. Mais peut-on vraiment être en Suisse totalement? C'est la question que se pose Jean-Paul Sartre. Je m'explique. Jean-Paul allait régulièrement à Venise avec Simone pour se reposer. Et souvent, il plongeait son regard, marqué d'un strabisme bien évidemment légendaire, dans les eaux glauques de la lagune. Il a écrit un texte sur Venise. Et que dit Jean-Paul Sartre ? Il y a beau temps que je me suis résigné. Venise sera toujours là où je ne suis pas. Des atomes et des bits.
Et puis quoi encore? Peut-on résumer l'art à un processus informationnel? D'une certaine manière, oui. Mais il faut répondre non. L'art n'est pas un message. L'art n'est pas fait par une machine pour des machines, même si les artistes utilisent de manière souvent très ironique des machines, comme nous l'avons vu avec Thomas Ruff par exemple. Faisons donc un sort à ce schéma de la communication. Il n'y a pas d'émetteur dans l'art pour finir, car qui parle? Non pas les artistes, mais la culture, le génie de la culture. Chaque artiste n'est que le maillon d'une chaîne immémoriale de l'art. En art, nul ne parle en son nom. Il n'y a pas d'émetteur au sens il n'y a pas d'individu émetteur. Certes, il y a une puissance émettrice, mais cette puissance qui émet le fluide sémiologique, c'est tout simplement l'art à travers les âges. Y a-t-il un récepteur dans le monde de l'art, dans le protocole symbolique de l'art? Jacques Derrida parlait de l'œuvre d'art comme quelque chose qui s'adestine, donc qui est privé, le petit a privatif, la destination de l'art. Non pas la destination, mais la destination est l'apostrophe. Ce qui voulait signifier qu'il n'y a en art pas de récepteur au sens de la communication. L'art n'est pas un message. Voilà pourquoi je suis de très mauvaise humeur quand je corrige une copie et que je lis que le message de l'artiste est ceci ou cela. L'artiste n'a pas de message à transmettre. L'art est une forme. Et cette forme vient de l'enchevêtrement de toutes les formes, dont l'artiste n'est qu'un humble artisan, pour finir. Détruisons ce schéma de la communication dont le positivisme est insupportable, totalitaire, ce que nous verrons la prochaine fois en parlant de métaphysique. Et cette communication, au moment où la cybernétique était en plein développement dans ces années 50 d'une Amérique triomphante, qui a peint le schéma de la communication de la manière la plus juste, si ce n'est Jackson Pollock, dans cette peinture totalement anthropique, totalement chaotique, duquel sort malgré tout vivant l'artiste qui danse au-dessus de sa toile. Que la communication soit un chaos cosmologique dans lequel toutes les informations, tous les messages sont comme en perdition, qui en douterait en regardant une carte du flux Internet? Le ciel est certainement en haut, comme disait Rimbaud, et l'enfer en bas. Ou, comme disait Baudelaire, il y a l'idéal et le spleen. Alors bien sûr, cette utopie informationnelle est un idéal, mais il y a aussi la boue de Robert Smithson. Les jugements et les opinions dans le domaine de l'art sont de douteux murmures dans un bourbier mental. Seules les apparences sont fécondes. Ce sont des portes ouvertes sur le primordial. Tout artiste doit son existence à de tels mirages. Alors le bourbier mental, c'est l'entropie, bien évidemment. Quant aux apparences fécondes, ce sont tout simplement les formes de l'art. Bon, pour sortir du bourbier mental, des douteux murmures de secours, il est nécessaire de prendre le chemin douloureux de la bibliothèque, c'est-à-dire passer de la négantropie potentielle à la négantropie effective, ce qui signifie, par exemple, en écologie, il ne suffit pas de savoir le degré de pollution pour que la pollution disparaisse par enchantement. Non, il faut prendre des mesures physiques, matérielles. Il faut passer donc de la négantropie en tant que connaissance à la négantropie en tant qu'action, c'est-à-dire action sur les atomes. Les bits ne sont pas suffisants. J'ai donc une bien mauvaise nouvelle à vous annoncer. Il va falloir lire des livres, car tout ce que j'ai dit est rentré par une oreille et est sorti par l'autre. C'est ça le flux informationnel. Car pour finir, on n'apprend que dans le repos de la lecture et de l'écriture. Ou pour le dire autrement, l'écoute est beaucoup plus anthropique que la lecture, qui permet de fixer les informations et de construire de la connaissance. L'informe mode d'emploi
une exposition des années 80 à Beaubourg, avec un catalogue très solide, avec un appareillage critique très bien construit, où l'on parle de Georges Bataille, de Robert Smithson, de Jackson Pollock. Et face à la forme, on peut aussi lire L'ordre absolu, l'ordre de l'ordinateur, avec ce bouquin aussi très fondateur de Abraham Moles, Art et ordinateur, qui justement montre les résonances de la théorie cybernétique dans la question esthétique. L'art saisi par la cybernétique a donné lieu à toute une littérature critique sur les arts technologiques, les arts médiatiques, comme les appellent les anglo-saxons. Un livre classique, désormais maintenant dans l'esthétique des nouvelles technologies, La technologie dans l'art de Edmond Couchot, de la photographie à la réalité virtuelle, un livre qui montre comment les artistes se sont appropriés les nouvelles machines de vision, les nouvelles théories de l'information. Il existe aussi des ouvrages plus faciles à lire, des ouvrages de vulgarisation qui vous présentent un large panorama de toutes les interactions entre la technologie et les arts. Voici 3 ouvrages peut-être un peu plus difficiles que les 3 précédents, puisqu'ils approfondissent la question. Ces ouvrages datent des années 90, et je voudrais mentionner une espèce de petit paradoxe qui encore est assez amusant. La théorie esthétique des arts numériques a quasiment été faite avant que les œuvres ne se développent vraiment. C'est-à-dire que la théorie a en quelque sorte précédé la créativité des artistes. Aujourd'hui, les œuvres numériques sont pléthoriques, mais à l'époque, il n'y avait que quelques œuvres prototypes, et déjà, la théorie esthétique avait fait son travail. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a de la nouveauté liée tout simplement à l'évolution du cyberespace, mais les fondamentaux de la théorie esthétique, que nous étudierons d'ailleurs dans une prochaine vidéo, ont été acquis dès ces années-là, parce que justement, elles avaient hérité de la pensée cybernétique, qui était déjà bien vulgarisée dans les années 90, en tout cas dans les cercles intellectuels. Alors vous vous doutez bien qu'il existe aussi quantité de sites internet pour découvrir les arts numériques. Bon, celui-là est très connu, il s'appelle Leonardo Olatz, l'Observatoire Leonardo des arts et des technosciences. Pour partir sur les traces donc de la cybernétique, un livre assez simple à lire, Invitation à la théorie de l'information, ou si vous voulez entrer dans le détail des conférences Massy, c'est-à-dire les réunions annuelles dans lesquelles les cybernéticiens échangeaient leurs, des informations, c'est-à-dire leurs avancées dans la recherche, vous pouvez lire le 0 et le 1, Histoire de la notion scientifique d'information au XXe siècle. Autre approche donc de cette histoire, bien sûr, les 2 livres que j'ai déjà mentionnés, Philippe Breton, L'utopie de la communication, Céline Lafontaine dont j'ai beaucoup parlé, et un livre beaucoup plus récent qui s'appelle L'homme nu, la dictature invisible du numérique, c'est-à-dire que l'utopie, en fait, pourrait virer tout simplement au cauchemar totalitaire, puisque nous serions, réduits à une suite d'algorithmes. J'en parlerai la prochaine fois quand j'aborderai la question de la physique et de la métaphysique de la cybernétique. D'autres livres encore, et notamment pour comprendre les médias, de Marshall McLuhan, livre très clair, très facile à lire, avec plein de fulgurances, assurément l'un des livres qui fonde au fond l'ensemble de la discipline des sciences dites de la communication. Pekka Immonen, l'éthique du hacker, car comme dans le Far West, il y a sur Internet des gentils hackers et des méchants hackers. Actuellement, il y a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Thinkerview. C'est une chaîne qui a été construite par des hackers. Ils connaissent un très grand succès. Ils organisent des interviews prolongées où les gens ont le temps de parler assez longtemps, 2-3 heures parfois, de leur champ d'expertise. Et ces hackers, dans le chaos de l'information, tentent de remettre un peu d'ordre. Qu'est-ce que le virtuel de Pierre Lévy ? Le livre est en ligne gratuitement et je reparlerai de ce livre quand j'aborderai dans la boîte à concepts le concept de virtualité. Pour conclure, un mot sur la médiologie initiée par Régis Debray et ses amis. La médiologie s'appuie sur une distinction qu'il faut avoir à l'esprit entre communication et transmission. La communication, c'est
l'échange d'informations entre les vivants. Ces vivants peuvent partager un même espace ou ils peuvent le partager grâce aux télécommunications. Quant à la transmission, elle relie les morts et les vivants. Elle s'effectue à travers le temps. Ces outils privilégiés sont le livre, les musées, la bibliothèque. L'intérêt de la médiologie, c'est de montrer l'implication de l'information avec la matière. Donc voici le résumé que vous trouverez sur le site de la médiologie, sur la définition même de ce qu'elle est. Et en gros, comme dit Régis Debray, les médias communiquent, l'école transmet. Présentement, vous m'avez peut-être écouté, je vous remercie, c'est très bien, mais vous n'allez pas tout comprendre en mangeant des chips dans votre canapé, en regardant une vidéo sur YouTube. Maintenant, il faut lire. L'université est une institution de transmission, donc c'est une institution de la lenteur malgré tout. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai assommé d'informations, j'en ai bien conscience, je l'ai fait à dessein, histoire de vous montrer que la boîte noire, nous verrons ce qu'est une boîte noire prochainement, que la boîte noire est très profonde, que la cybernétique est un idéalisme stupéfiant et peut-être totalitaire. Nous partirons de cette vanité de Philippe de Champaigne et de cette remarque de Henri Bergson qui ne manque pas d'ironie aussi. Bon, voilà, c'est fini, merci, ne mangez pas trop de chips, car n'oubliez pas que les chips, ce sont des informations qui ne sont pas tout à fait favorables à ce qu'on appellera l'homéostasie. Corps humain, corps humain, corps humain, corps humain, corps humain. Ah, ciao, bonsoir, salut les robots. Charging our battery, and now we are full of energy. We are the robots.